Aïe, 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 la simple mention de ChatGPT me file des boutons. Mais vous en avez décidé autrement, j'ai pas le choix, je dois faire une vidéo sur le sujet. On va donc parler dans cette vidéo de fin du monde et de remplacement de nos cerveaux atrophiés par un chatbot à peine plus malin que les autres. Comprenons-nous bien, je suis quelqu'un d'assez sceptique sur les mouvements révolutionnaires de type Web3, par exemple. Il n'y a pas une seule fois où j'achète l'idée que le Web3 est l'avenir du web. En revanche, oui, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un grand changement, une lame de fond qui va profondément transformer notre société, nos entreprises, ça va tout changer. Et on est probablement dans une période de l'intelligence artificielle qui est assez similaire à l'Internet des années 90. What is Internet anyway? Internet is that massive computer network, the one that's becoming really big now. Par contre, c'est peut-être pas la peine de dire n'importe quoi à son sujet non plus. Donc, contrairement à ce qu'on entend en ce moment, je pense que ChatGPT est à la fois très représentatif de ce que l'IA peut faire aujourd'hui, ça on est d'accord, mais par contre c'est pas du tout représentatif de l'avenir rendu possible par les avancées de l'intelligence artificielle. Donc les guignols qui passent leur temps à revendiquer que maintenant tout est automatisable, qu'on est passé dans un monde d'après et que finalement tout a déjà été transformé aujourd'hui, ce qu'ils font surtout c'est revendiquer leur propre manque de compétences. Alors je sais, ça peut heurter, surtout si vous faites partie des gens qui revendiquent que tout a changé, mais la réalité elle est quand même là, et je parle en connaissance de cause, j'utilise GPT-3, l'algorithme qui est derrière ChatGPT depuis bien avant ChatGPT, à savoir à peu près depuis fin 2021, début 2022, et on a déjà gagné de l'argent avec. Donc oui, j'utilise l'intelligence artificielle, et oui, je suis très au courant de ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui. Finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'on est encore assez loin d'un épisode de Black Mirror, on est encore assez loin des robots qui sont tellement intelligents qu'ils ont décidé de se débarrasser de nous. En revanche, oui, le sujet, il est intéressant, oui, ça va profondément transformer notre société, et c'est pour ça qu'il était utile d'en parler dans cette vidéo. Donc si le sujet t'intéresse et que tu veux prendre un petit peu de hauteur, reste avec nous jusqu'au bout. Ça va te permettre de jouer un petit jeu, à savoir quelle est la partie qui a été scriptée par l'intelligence artificielle. Mais ça te permettra aussi de découvrir comment nous, on utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce que ça peut réellement faire et ce que ça ne fera probablement pas avant un moment. Donc si tu aimes la vidéo aussi, n'oublie pas de liker, de la commenter, ça nous aide beaucoup. Et si tu ne l'aimes pas, pense à bien la partager partout pour que tout le monde se rende compte qu'elle est mauvaise. C'est important que tu fasses valoir ton avis. Alors, on va peut-être commencer par le début. Qu'est-ce que c'est GPT-3 et qu'est-ce que c'est DALL-E ? Pour faire pas si simple, GPT-3 et DALL-E, c'est des modèles de traitement du langage naturel. Ça a été créé par OpenAI et en gros, c'est des algorithmes qui ont été entraînés sur une quantité massive de données et c'est probablement ça qui fait qu'aujourd'hui on en parle tant, c'est probablement les algorithmes qui ont été le plus entraînés de l'histoire. Ils ont chacun leur manière de traiter le langage naturel. GPT-3, il va pouvoir générer des textes à partir de demandes faites dans un langage naturel. Alors quand je dis langage naturel, c'est par opposition à du code. En fait, on fait pas de code, on parle, on écrit à ChatGPT ou à GPT-3 pour le coup, et il va faire une réponse basée sur cette demande que vous auriez pu faire à quelqu'un, à une vraie personne. Sa réponse se basera sur toutes les données qu'il a emmagasinées et il pourra donner une coloration à sa réponse parce que par exemple, il va être assez doué pour donner une tonalité particulière à une réponse ou imiter le style d'une célébrité par exemple, ou des choses comme ça. Il a cette capacité-là. Et puis il y a DALL-E qui va aussi traiter une demande en langage naturel, mais qui va traiter cette demande pour générer une image. C'est-à-dire que vous voulez dire, je vais faire, par exemple, je vais vous donner un super exemple, vous lui demandez un chat dragon avec des moustaches qui court après des M&M's, bah ça donne ça. Vous lui demandez un politicien peint par Miro, ça donne ça. Miro n'a jamais peint ce tableau, hein. On est d'accord. J'aime bien aussi les dieux de l'Olympe, peints par Miro. Oui, j'aime bien Miro. Et mon préféré, une grand-mère qui fait du kung-fu avec une pastèque. Ça, c'est DALL-E. Ok, donc maintenant que je vous ai expliqué de manière pas si simple ce qu'est GPT-3 et DALL-E, on va parler de ChatGPT et de pourquoi on a tant parlé de ChatGPT. ChatGPT, c'est un chatbot qui a été créé par OpenAI, qui est basé sur l'algorithme GPT-3. Et en fait, OpenAI, c'est une entreprise derrière qui se cache notamment Sam Altman, qui, pour les personnes les plus intéressées par les startups, savent très bien qui c'est, puisque c'est le fondateur de Y Combinator, qui est un incubateur très connu à la Silicon Valley, et Elon Musk, qui est le fondateur d'à peu près de tellement de trucs que la liste va d'un simple lance-flamme qui ne sert à rien à des fusées utilisées par la NASA, en passant par des tuiles solaires. Et aussi un système de paiement. Enfin bref, globalement, le gars est un peu hyperactif. Du coup, OpenAI, c'est avant tout une entreprise qui est énormément surveillée.
Parce que forcément, dans la tech, quand on a ce genre de pédigré, Sam Altman, Elon Musk, on regarde ce qui se passe. Parce qu'il se passe toujours plein de choses autour d'eux. Et c'est pas complètement étranger à la hype ChatGPT. Forcément, ça a joué un rôle. Dans la tech, c'est important. Pour la première fois avec ChatGPT, n'importe qui dans le monde, en littéralement 15 secondes, ça prenait pas plus de temps que ça que de créer un compte, on pouvait accéder à une démo complète de ce que peut faire l'intelligence artificielle à un niveau assez représentatif de ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui. Tout le monde pouvait l'utiliser, et c'est particulièrement impressionnant parce que ChatGPT a un savoir-faire encyclopédique, ce qui fait qu'on pouvait tester plein de choses en se disant « Non mais ça, il aura pas la réponse ». Eh bien si, il avait une réponse. Et la plupart du temps, cette réponse, elle n'était pas complètement à côté de la plaque, même très souvent. Pour la petite anecdote, il semble même que ChatGPT soit plus au courant que le président de la République française sur les enjeux d'aujourd'hui. CF, ceci. Bon alors tout se cache dans la plupart du temps, c'est pas complètement à côté de la plaque. ChatGPT, ça a fait autant de bruit parce qu'en fait ça a été conçu pour être viral. ChatGPT n'apporte pas des fonctionnalités très nouvelles. En fait, comme je vous le disais en intro de cette vidéo, nous on utilise GPT-3 depuis plus d'1 an maintenant, fin 2021, début 2022, je sais plus exactement, notamment via OpenAI, qui a déjà un playground où on peut tester en fait GPT-3 sur plein de scénarios différents. Donc ChatGPT, c'est pas juste la V1 d'un produit, en réalité c'est quelque chose qu'on a créé spécifiquement dans un but précis. Et ce but, c'est la viralité. C'est un outil extrêmement simple que tout le monde peut utiliser très facilement et sur lequel tout le monde peut communiquer, mais hyper simple. À l'instant où ça a été sorti, il y a plein de gens qui se sont amusés à faire des tests et qui ont fait capture d'écran, paf, réseaux sociaux. C'est une machine à viralité comme on n'en a jamais créé. Et ça a très bien marché. En 5 jours seulement, ils sont passés de 0 à 1 million d'utilisateurs. Mais encore une fois, ces fonctionnalités, elles existaient déjà, elles étaient déjà utilisables, déjà gratuitement, déjà par tout le monde, mais pas sous cette forme-là. C'est un produit marketing. Bon après, comme tous les grands produits marketing qui marchent bien, avec beaucoup de viralité, il en fallait pas plus pour qu'une légion de génies nous explique que les rédacteurs web c'était fini, qu'on n'avait plus besoin de développeurs et que les community managers allaient perdre leur job dans les 3 à 4 prochains mois. C'est plus compliqué que ça, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, mais en l'occurrence, les personnes qui revendiquent ça n'ont probablement pas bien compris ce que c'était, ou alors sont vraiment très incompétentes dans la rédaction web, le développement ou le community management. Arrêtons-nous quelques instants, quelques minutes, sur certaines des déclarations qui m'ont fait le plus, disons-le, halluciner autour de GPT-3 et de ChatGPT. Et il y en a une particulièrement intéressante, certaines revendications comme quoi Google est en panique et que les moteurs de recherche vont disparaître. Replaçons les choses dans leur contexte. Premier point, Google, l'IA, il connaît. Ça fait très longtemps que Google travaille dessus, ils ont des moyens colossaux et je peux vous assurer que ils sont assez loin de la naïveté là-dessus. Ils ont quelque chose, en plus ils ont communiqué depuis dessus, ils ont quelque chose de similaire en interne, mais il y a une raison très simple pour laquelle ChatGPT est sorti et pas le produit Google. C'est que si le produit Google était sorti dans le même état que ChatGPT avec les mêmes failles, il se serait fait exploser. Parce que ce qu'on tolère d'une startup qui est en création, on ne le tolérerait pas du géant qui est Google. Et en l'occurrence, il y a des lacunes énormes dans ChatGPT, il y a des erreurs qui sont basiques. Il y a le fait de ne pas avoir les sources, de complètement transformer les faits d'ailleurs. On est très très loin de quelque chose de fiable sur les informations données. Il y a des tas de tests qui nous donnent des résultats fantaisistes. Et ça, on ne l'aurait pas toléré de Google. Deuxième point, la disparition des moteurs de recherche. Là, c'est probablement la preuve la plus absolue du manque de compréhension du fonctionnement humain par les personnes qui revendiquent ça. Déjà, Google, ça fait très longtemps qu'il fait évoluer son moteur de recherche vers un moteur de réponse. La raison pour laquelle il n'est pas allé plus loin que ce qu'il est aujourd'hui, c'est pas un problème technique. Pas du tout. Premier problème, les utilisateurs ne cherchent pas une réponse unique à leurs questions. C'est juste faux. Intellectuellement, on a besoin de pouvoir comparer les sources d'informations. Il y a un exemple assez fun, c'est que je me suis rendu compte, j'ai fait un test auprès de pas mal de gens, on est plein à regarder la météo sur plusieurs supports. Je rappelle que toutes les données viennent du même endroit, Météo France. Ils ont tous les mêmes données. Alors pourquoi on regarde sur plusieurs applications ? Pourquoi ?
On a tous besoin de points de comparaison et on a besoin de lier une information, un produit, un service à son émetteur, à la personne qui nous la donne. Vous avez quelqu'un qui va vous dire quelque chose, vous n'allez pas le croire. Une autre personne en qui vous avez confiance vous dit la même chose, vous allez la croire. Et d'ailleurs, si on voulait quelque chose d'aussi efficace, d'aussi rationnel que j'ai une question, je veux la réponse simple, il y a longtemps que dans les supermarchés, on n'aurait plus qu'un produit par catégorie. D'ailleurs, il y a longtemps qu'on n'achèterait plus de Pringles. Parce que les Pringles et la marque distributeur qui fait la même chose que les Pringles, c'est même peut-être la même ligne de production, la même usine qui les fait. Et pourtant, on paye les Pringles 3 fois le prix de la marque distributeur. Pourquoi ? C'est la marque, c'est l'affect qu'on y met. Donc non, ChatGPT va pas remplacer les moteurs de recherche. Probablement que c'est des fonctionnalités nouvelles qui vont apparaître. Ça le fera peut-être sur certaines requêtes, mais je suis assez serein sur l'avenir des moteurs de recherche, il n'y a pas de problème. Le deuxième point, c'est qu'il faut être d'une naïveté sans nom pour croire que la société, les États, toléreraient quelque chose comme ça. On parle d'une puissance hégémonique comme il n'y en aurait jamais eu dans l'histoire de l'humanité, puisqu'on aurait une entreprise privée qui se voit octroyer un quasi-monopole sur la réponse à toutes les questions qu'on pourrait se poser. Dans 99,9% des cas, il n'y aura pas de problème, c'est un fait, l'IA est hyper intelligente, hyper fiable, elle donne les bons éléments. Sauf qu'il y a quelqu'un qui, à un moment, a un bouton, la possibilité de transformer une réponse et de transformer la vérité pour l'intégralité des utilisateurs. Personne ne tolérera jamais que ça arrive. Et si vous étiez témoin d'une évolution comme ça, bienvenue dans Black Mirror, on est foutu. Le point sur les rédacteurs, les développeurs qui seraient remplacés par ChatGPT, il est beaucoup plus simple à débunker. En réalité, je pense que personne qui dit ça n'a réellement essayé d'écrire un bon article avec GPT-3 ou de faire écrire à GPT-3 un bon article. Parce que honnêtement, ça sort des trucs d'une médiocrité sans nom. Il n'y a aucune fantaisie, aucun style, aucune profondeur. C'est plat. Souvent, c'est récursif, c'est-à-dire qu'on va tout le temps dire la même chose. Aujourd'hui, on est très très loin d'un article de bonne qualité rédigé par GPT-3. De la même façon, GPT-3 n'apporte pas grand-chose de nouveau sur le plan du développement, puisqu'en fait, les développeurs avaient déjà des outils d'aide au développement qui étaient assez similaires à ce que propose GPT-3. Et la plupart des choses qui sont impressionnantes sur les réseaux sociaux, genre je lui ai demandé de me créer un bout de code pour faire ça sur, sur Webflow ou autre, et ben la réalité, c'est que n'importe quel développeur, même pas très expérimenté, aurait pu résoudre ce problème tout aussi vite qu'en le demandant à ChatGPT. Il faut redescendre un peu, dépasser la hype. C'est hyper intéressant de voir ce que ChatGPT peut faire. C'est une évolution dingue, notamment dans son accessibilité. Par contre, faites pas dire n'importe quoi. On en est à des années-lumière. Des années-lumière. Mais attention, je dis pas que GPT-3, aujourd'hui, c'est inutile. Et on va pouvoir en parler maintenant. Alors, à court terme, ce qui va se passer, c'est assez simple. On avait toute une légion de personnes sur les réseaux sociaux qui disaient « Mais c'est incroyable, je vais virer toute mon équipe, je vais devenir multimillionnaire en produisant 1000 articles par mois en automatique avec GPT-3. » Ah, mais c'est cher, 20 € par mois, ils abusent. Je m'en bidonne d'avance, ça va être génial. Bon, donc une fois ce premier tri parmi les guignols effectué, il va quand même se passer des choses. L'intelligence artificielle et GPT-3 aide dans plein de domaines. Mais je pense que, comme souvent avec des technos de massification, on l'a vu notamment avec les outils par exemple d'automatisation de la prospection sur LinkedIn ou des choses comme ça, ce qui risque de se passer, c'est qu'il va y avoir une massification de la production de contenu médiocre. Bah oui, parce qu'en fait, on réduit la barrière à l'entrée sur la rédaction de contenu, et il y en a plein qui, de toute façon, feraient pas beaucoup mieux que GPT-3, et du coup, ils vont s'en contenter. Et il se trouve que ce contenu médiocre, ça va plutôt enterrer les entreprises qui vont le faire, et ça va profiter à ceux qui savaient déjà faire du bon contenu. Parce qu'en fait, ils vont tellement ressortir du lot par rapport à ça que les utilisateurs vont partager ce contenu-là, vont lire ce contenu-là, et en fait, ça va faire le tri. Ça va juste être un peu pénible d'avoir 50 000 articles qui disent exactement la même chose, mais ça, c'est plus un problème pour Google et son bot que pour nous. ChatGPT, ça produit une synthèse, si vous voulez, de l'existant. Ça produit pas d'angle particulier, c'est souvent assez plat, ça prend pas de risque, les données sont pas toujours très actuelles, et surtout, vous imprimez pas une image de marque avec ce que vous produisez avec ChatGPT. Le business, il est dans un angle particulier, une idée forte que vous allez défendre avec votre marque et qui va permettre de faire le tri entre les gens qui pensent comme vous et qui vont vouloir travailler avec vous et les gens qui ne pensent pas comme vous et qui ne voudront pas travailler avec vous. Mais le business, il est là. Il n'est pas dans l'aseptisé. À plus long terme, l'IA va probablement devenir un assistant très performant
pour les rédacteurs notamment, pour les marketeurs, mais en fait dans plein de domaines. Pour en avoir parlé récemment avec mon co-auteur sur le Q2C Selling, on pense que GPT-3 et ces IA, donc GPT-4 par exemple, qui arrivera avec encore plus de données, pourraient devenir probablement des algorithmes qui vont assister même les commerciaux pendant un process de vente, pour leur donner des idées sur quoi faire pour convaincre tel ou tel client, sur les réactions à avoir, pour identifier des profils, des choses comme ça. Et je pense vraiment qu'à long terme, l'IA va devenir un super assistant pour des professionnels qui sont compétents et qui vont avoir juste besoin d'un petit coup de main, en fait, d'un petit coup de main, de gagner du temps, ce genre de choses. Aujourd'hui, on va surtout lutter contre l'angoisse de la page blanche quand on est en rédaction. Et puis, on a des cas d'usage très précis sur lesquels je vais revenir où l'IA est déjà excellente. Je sais que je suis très critique. J'ai pas dit que GPT-3 ça servait à rien, vous allez le voir, mais il faut aussi être un peu lucide sur ce qui se passe. Ne croyez pas les gens qui vous disent non mais GPT-3 c'est rédige des super articles, ça va être génial. Faites-le, vous allez voir, hein, votre SEO il va pas décoller. Bon, j'ai été super critique, maintenant je vais vous dire comment on gagne déjà de l'argent depuis plus d'un an avec GPT-3, comment ça nous aide au quotidien, parce que oui, ça nous aide pour des tâches très spécifiques. Pour prendre un exemple concret, on va partir d'un type d'accompagnement qu'on fait. Nous, parmi les choses qu'on fait en tant qu'agence d'acquisition, on crée des sites web. Et on crée des sites web qui vont être capables de se référencer, qui ont une bonne architecture pour convertir le trafic généré, ce genre de choses, et on est devenu assez bon à ce jeu-là. On propose des architectures pour des entreprises qui sont très différentes. En ce moment, on travaille avec un logiciel SaaS de referral marketing, avec un industriel qui fait de la quincaillerie inox, c'est assez fun d'ailleurs, un site e-commerce dans les compléments alimentaires, ou encore une entreprise de consulting experte en cybersécurité. Super, on a plein de choses très diverses. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir toujours réponse à tout et les aider surtout à construire le contenu de ces sites? En l'occurrence, quand on aide nos clients à générer par exemple des idées de questions, des angles, des FAQ, on pose la question à ChatGPT. Et on va lui poser la question par exemple, quelles sont les questions que se pose un dirigeant avant de faire appel à un consultant cybersécurité. Et GPT-3 est extrêmement doué pour vous ressortir des questions qui reviennent souvent, des thématiques qui sont souvent abordées dans un contexte particulier. Ça nous fait gagner un temps énorme dans la génération d'idées de questions, en fait, d'idées d'angles. Et en fait, ça va nous guider. C'est vraiment un assistant. Oui, on aurait pu aboutir à la même chose, peut-être à des choses un tout petit peu mieux, mais en fait, ça nous fait gagner, franchement, potentiellement 1 heure par page, parce qu'on a moins de questions à se poser et on a un pré-tri, on a un tri qui est déjà proposé. C'est un usage restreint, mais c'est hyper intéressant. Il y a un autre cas d'usage, bien plus important, et c'est celui qui nous a le plus rapporté, je pense. L'IA est extrêmement performante pour reformuler des textes en grande quantité. Et vous allez me dire, à quoi ça sert donc de faire de la reformulation ? Ceux qui parmi vous travaillent dans le e-commerce et ont des centaines, voire des milliers de fiches produits à optimiser pour le référencement naturel, savent très bien à quel point ça peut être compliqué de dire 1000 fois la même chose, mais en différent. C'est un exercice qui est tellement difficile pour l'être humain. Quand vous avez reformulé 2-3 fois la même chose, déjà vous n'y arrivez plus, vous êtes essoré. L'IA va vous aider à créer beaucoup plus de diversité pour à la fois pouvoir produire du contenu qui est pertinent pour beaucoup de pages, en diminuant la quantité de duplicate content. C'est un peu technique, mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. On l'utilise aussi pour des pages locales. Voyons, on va faire, je sais pas, agence SEO La Rochelle, sur lequel on est, et puis on a d'autres villes, agence SEO Nantes, agence SEO Rennes. Et en fait, on produit du contenu, mais on dit la même chose. Mais il faut le localiser pour être optimisé sur la requête. Donc vous voyez bien la difficulté. Pour la reformulation, c'est génial. Ça nous aide beaucoup. C'est les 2 cas d'usage principaux que je vois aujourd'hui sur l'IA. Vous voyez, c'est finalement assez restreint, mais vous faire croire que ça changera beaucoup plus de choses dans votre business à court terme, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ça sert à rien de dire n'importe quoi sur l'intelligence artificielle, sinon on va faire comme dans le Web 3, on va finalement être blasé de toutes les innovations, parce que tous les 2 jours on nous dit que le monde va changer et en fait il se passe rien. L'IA va transformer le monde dans lequel on vit. Je suis persuadé notamment qu'à l'horizon 2030, d'ici une dizaine d'années, on va avoir besoin d'évoluer en tant que société, parce qu'il y a des tas de métiers qui, honnêtement, dans un monde où l'IA progresse à cette vitesse, on peut se poser la question de l'intérêt de ces métiers. Je vais pas les citer, sinon je vais me faire des ennemis, mais voilà, l'idée c'est, je ne nie pas la lame de fond qu'est l'intelligence artificielle, ça va tout changer dans notre vie, mais GPT-3 n'est pas représentatif de ce que sera la vie quand l'intelligence artificielle va exploser. GPT-3 est un outil dont vous devez vous servir si vous savez vous en servir, mais ne croyez pas
les faiseurs de miracles qui vous diront que ça y est, vous pouvez aller vous dorer la pilule au soleil et que GPT-3 bosse à votre place. La vidéo était un peu longue, j'espère qu'elle vous a plu, qu'avoir cette prise de recul ça vous intéresse. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, et d'ailleurs dites-le dans les commentaires. Vous avez le droit d'être d'accord, dites-le dans les commentaires aussi, parce que ça compense. La grande question c'est est-ce que vous avez repéré la partie qui a été scriptée par l'IA ? Là aussi, dites-le dans les commentaires. Partagez la vidéo autant que possible, abonnez-vous pour avoir plus de vidéos sur le marketing et la vente. À bientôt.